Salut et bienvenue sur Anakaland pour l'analyse du final de la saison 2 de House of the Dragon. Et le moins que je puisse dire, c'est que ce n'était pas le final auquel je m'attendais, et de loin. Mais avant, un petit mot pour tous vous remercier d'avoir donné autant de force à l'analyse de l'épisode 7. Elle semble vous avoir plu et j'en suis ravi. Du coup, n'hésitez pas à aller jeter un œil aux autres qui ont certes eu un peu moins de succès, mais dont je suis tout de même aussi fier. Je vous mets la playlist juste ici. Et donc, grâce à tout votre soutien, la chaîne a passé cette semaine le cap tant attendu des 2000 abonnés. J'espère que ce n'est que le début, et surtout, c'est grâce à vous. Alors, merci. Je pense donc que beaucoup seront déçus d'un tel final pour cette saison. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu droit à la bataille épique qu'on était en droit d'attendre. Mais tout de même, je trouve personnellement que cet épisode était grandiose. Car cet épisode et toute cette saison aura donc été une grosse prise de risque pour Ryan Condal, de faire de ces 8 épisodes uniquement une saison de transition. Mais c'est courageux et intellectuellement honnête je pense. Ce qui aurait dû être 10 épisodes ne rentrait pas dans 8 sans dénaturer leur récit. Donc ils sont restés honnêtes avec leur script. Comme je le disais, un épisode 8 totalement brillant et qui fonctionne très bien dans la structure de cette saison. Frustrant, certes, mais avec des séquences et des scènes qui m'ont vraiment donné les frissons. Évidemment, l'épisode est brillamment réalisé, un truc qui ne changera jamais, j'espère. Et donc clairement à la hauteur d'un final de saison, avec par exemple des cadrages et une composition de plans toujours géniaux, notamment dans le final avec tous les personnages qui se mettent en marche, ainsi que la musique enfin extraordinairement épique de Ramin Djawadi. Mais j'en reparle plus en détail en fin de vidéo, donc restez avec moi jusqu'au bout. Et oui, je sais, il ne s'est encore rien passé, plus ou moins. J'en suis conscient, mais comme je ne vais pas passer 10 minutes à me plaindre du manque d'action, il y a quand même plus intéressant à dire que ça, je le redis ici, comme ça, c'est chose faite. Surtout que comme j'en avais déjà parlé, cette série n'est pas une série d'action fantasy comme tant d'autres. Elle mise tout sur l'humain et ses personnages extrêmement forts. Et de toute façon, même si cette saison en aura frustré plus d'un, pas d'inquiétude, on va finir par bien manger à ce niveau-là. Et probablement en saison 3. Qui, je le place là, mais a déjà été confirmé avant même la diffusion de ce final. Donc dans le fond, quelles que soient les notes, qui seront mauvaises je pense, que prendra cet épisode sur le net, rassurons-nous, la série a encore de beaux jours devant elle. Enfin, avant de vraiment me lancer, et vous demander avec tout mon amour de bien vouloir vous abonner, liker et surtout commenter la vidéo, je voudrais revenir sur la déclaration d'Evan Mitchell en début de saison, qui, en fin de compte, cristallise le plus ma déception ici. Une interview dans laquelle l'interprète Daemon disait qu'il n'avait pas voulu croiser Matt Smith sur le tournage de la saison, car il voulait que leur prochaine rencontre soit lors de la prochaine rencontre de Daemon et Aemon, en fin de saison, et ainsi qu'ils soient plus habités par leurs personnages. Une chose qu'avait même confirmé Matt Smith, respectant ce choix de vouloir offrir une scène la plus intense possible. Sauf que, toujours pas de rencontre. Alors, est-ce qu'ils ne vont plus s'adresser la parole pendant encore un an, environ, ou est-ce qu'il y a encore un épisode secret dont on n'avait pas connaissance pour vraiment finir cette seconde saison? C'est un peu bizarre, ce genre de teasing peut être dangereux. Soit quand ce n'est pas à la hauteur, mais là on se doute bien que ça le sera, malgré l'attente, surtout que ça n'arrive pas comme on nous l'avait promis. Donc était-ce juste un effet d'annonce pour pousser les spectateurs à rester hypés jusqu'au bout, ou est-ce autre chose? Dites-moi quel est votre avis là-dessus, car perso, je suis un peu perplexe. Comme à mon habitude, je commence par l'intrigue la plus éloignée, géographiquement, de l'intrigue centrale. Et là, pour le coup, on ne pourrait pas être plus éloigné. L'épisode commence avec Thaïlande, en Essos, qui parlemente avec la Triarchie. Il avait été envoyé de l'autre côté du détroit par le régent Aemond, afin de demander le soutien des pirates pour combattre la flotte Velaryon et lever le blocus sur la Nera. Et clairement, le pauvre Thaïlande est dépaysé. C'est vraiment un autre monde pour ce noble habitué au faste et au respect. Ici, il se heurtera à la cupidité et à la rugosité de la Triarchie. Et après s'être fait balader comme un bleu, les négociations aboutissent alors qu'il leur offre les degrés de pierre, secteur pour lequel Daemon et Corlys s'étaient notamment battus dans la première saison, prouvant bien à quel point les Verts sont aux abois, prêts à démanteler leur royaume pour une petite victoire. De plus, la commandante Loar devra prendre les commandes de leur flotte aux côtés de Thaïlande, et quand celui-ci découvre que c'est une femme, il est d'abord surpris, très surpris. En plus, elle est tout sauf noble, avec zéro respect, et elle se trompe même dans son nom, mais seulement jusqu'à ce qu'il lui prouve sa valeur dans un combat debout, qui n'avait rien de sexy. Surtout que la femme est plus virile que son adversaire. Le lion, qui ici tient plus de lionceau face à elle, mais réussira tout de même à la calmer avec une ou deux beignes. S'assurant donc son respect, mais surtout grâce à son organe, celui de chanteur, même si effectivement l'autre sera aussi mis à contribution par la suite. Car plus que son respect, ou même son amitié, elle va carrément lui offrir ses femmes. On ne sait pas combien elle en a, mais Thaïlande, lui, semblerait plutôt content de ce deal. Ainsi, on a ici des événements dans cet épisode très sérieux qui ont tendance à détendre un peu l'atmosphère, apportant un peu d'humour, et donc déstabilisant encore plus le maître des bateaux d'Aegon. Car en parlant d'Aegon, le roi va de mieux en mieux. La douleur est toujours là, mais apparemment, d'après lui, ce n'est pas ce qu'il vit de pire en ce moment.
Comme il le confie à Larys, qui vient encore semer son poison, le jeune roi aurait quelques petits, voire même très gros soucis, avec son organe lui aussi. Il serait incapable d'accomplir la fonction la plus basique, pisser droit, et ce sans s'en foutre partout. Alors, on imagine bien que pour le reste, ce n'est même pas la peine d'y penser. Et si Aegon lui dit ça, ce n'est pas seulement pour se plaindre, même si un petit peu quand même, mais plutôt pour bien lui faire comprendre que sa lignée est terminée. Même s'il restait roi, ou plutôt redevenait roi, il n'aurait aucun héritier. Donc, à quoi bon ? Mais Larys, lui aussi à présent seul à la cour, plus personne pour le protéger, va faire appel à sa peur de son frère, ainsi qu'au fol espoir de faire d'Aegon le dernier survivant de cette guerre, le roi sauveur enfuyant la capitale, pour n'y revenir ensuite qu'au moment propice. Et il réussit à convaincre Aegon de fuir Port-Réal, chose qu'on les verra faire à la toute fin, prenant la fuite comme des lâches. Et tant qu'on est sur le sujet des bits, justement, on rejoint alors Criston Cole, qui comme je l'avais prédit, est confronté par Gwaine Hightower pour ses coucheries avec sa sœur, la reine Alicent. En même temps, le mec est pas trop discret, il sniffe son mouchoir à la vue de tous. Et donc, le grand frère tente de défendre l'honneur de sa sœur, avant de se faire retourner le cerveau, lui aussi, par Cole le perfide qui a perdu tout espoir. En effet, il n'y a pas vraiment de déshonneur dans sa relation avec la reine, plutôt de l'hypocrisie, mais c'était tout de même basé sur du respect et de la reconnaissance. Toutefois, le commandant de la garde royale n'est plus que l'ombre de lui-même, il a perdu tout espoir. Là encore, j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos précédentes, mais Criston a enfin compris que les hommes n'étaient rien face à la puissance des dragons. Ils ne sont que poussière, ou plutôt cendre comme il dit, sur leur passage. Pendant ce temps, toujours dans le camp des Verts, Aemond se révèle comme le monstre que tout le monde savait de lui. Sa colère face à l'humiliation subie plus tôt l'aura poussé à se venger sur la petite ville de Pointe-Vive, fief d'un autre des conseillers de Rhaenyra, exterminant sa population innocente et réduisant les bâtiments en cendres. Le prince régent qui ressent enfin de la peur, ce qui mêlé à son orgueil démesuré, notamment depuis qu'il avait réussi à dompter Vhagar, se croyant tout puissant, il en vient alors à péter un câble, et finira même par s'en prendre à sa sœur, Helaena, qui elle aussi a un dragon, le second dragon le plus puissant de leur camp. Il tentera de la convaincre d'entrer en guerre à ses côtés, mais clairement, il s'y prend mal. Il passerait presque pour un fou devant les deux reines. Je passe maintenant au camp des Noirs, avec en premier lieu une scène plutôt fun et sympa, même si elle laisse imaginer des trucs pas forcément super pour la suite. Les présentations entre Hugues Marteau, Ulfe le Blanc et le prince Jacaerys. Et effectivement, on voit bien que Hugues a reçu une éducation très différente de son cousin du petit peuple. Car Ulfe se comporte vraiment comme un pécore, avec ses pieds sur la table, se goinfrant aux frais de la reine et manquant carrément de respect au prince. Hugues tente de lui inculquer un peu de bienséance, mais ça semble impossible. Et l'autre va carrément prendre le prince dans ses bras comme si c'était le fils d'un vieux copain. Et là, faut pas déconner. Et donc, ici, la réaction de Jacaerys, déjà saoulé par la situation, se justifie. Il tente et retentera plus tard de le calmer un peu. Sauf qu'il n'est qu'un gamin. Et Ulfe a aussi les poils qui poussent maintenant qu'il est dragonnier. Il se sent plus pissé. Ainsi, Jacaerys a eu raison de tenter de le calmer. Mais ensuite, on se rend compte que c'était autant pour recadrer Ulfe que juste car il est encore vexé qu'il y ait de nouveaux dragonniers et qui sont des bâtards. Et donc, il boude, comme un gamin. Nous rappelant que ça reste un jeune prince à qui on n'a jamais rien refusé. Mais sa promise, Bella, qui elle a plus la tête sur les épaules, va aussi le recadrer. Et ça c'est cool car j'apprécie de plus en plus la fille de Laena et Daemon. Mais c'est dommage de voir que Jace, qui a pris de plus en plus de carrure dans cette saison, redevient tout à coup un petit gosse qui chiale. Et parallèlement à tout ça, on revoit enfin Rhaenyra, qui cette fois est sortie de son château, pour rejoindre la Marque et sa main qui s'apprête à reprendre la mer. Tous deux parlent d'abord d'Adam et la main n'admet pas encore le lien de filiation entre eux. Et surtout, il va convaincre sa reine de ne pas trop prendre la confiance, car malgré ses nouveaux dragons, beaucoup de choses sont encore incertaines. Effectivement, Aemond est un grand malade, donc il pourrait faire des dingueries suite à son humiliation. De plus, ils ont encore un grand dragon, celui d'Helaena, son jeu-feu qu'on n'a toujours pas vu. Et bien qu'Helaena ne soit pas une guerrière et qu'elle ait refusé de brûler des gens à dos de dragon, les Noirs n'en savent rien et ne sont pas certains qu'elle ne va pas elle aussi entrer dans la danse. Sans oublier Daemon dont on ignore toujours la fidélité. Corlys apprend aussi à sa reine que son navire a été rebaptisé, la reine qui ne fut jamais, en hommage à sa femme. Car maintenant qu'il l'a perdu, il regrette vraiment son amour, son soutien et ses conseils. En effet, le deuil pèse lourd à présent sur Corlys. Il est seul après la mort de ses deux enfants et de sa femme. Et alors qu'il ne leur apportait que peu de respect, maintenant, il lui manque. Et même leurs divers héritiers qui n'étaient jamais vraiment dignes ne sont plus là. Et donc il cherche à présent des remplaçants en se rapprochant de ses fils illégitimes. Sauf que c'est peut-être un peu trop tard pour ça. En effet, alors que plus tard il va tenter de se rapprocher d'Aline, qu'il voit enfin clairement, tout comme pour son frère précédemment, l'aîné n'aura pas du tout la même gratitude envers son géniteur. Il va lui balancer ses 4 vérités, chose à laquelle Corlys ne s'attendait clairement pas. Et au final, c'est peut-être cette force de caractère qui en fera un héritier digne du trône de bois flotté. Corlys aurait cherché bien loin un héritier qui était tout ce temps si proche de lui, dans l'ombre de son château.
Enfin, j'en arrive à un des passages les plus intéressants de cet épisode, Daemon à Harrenhal, qui comme l'a annoncé Corlys doit déclarer son allégeance. Mais pour ça, il doit tout d'abord finir son voyage spirituel commencé plus tôt. En premier lieu, le seigneur Broom, ou Balé, ce qui est quand même un peu moins classe, est enfin arrivé au château et demande à s'entretenir en privé avec le prince. On aurait pu s'attendre à ce qu'il délivre le message de la reine, mais finalement, non. Il s'avère carrément être un traître. Ses désaccords avec la reine lors des différents conseils traduisaient bien un manque total de respect, empreint d'un machisme hors norme. Mais alors qu'une fois devant Daemon, il lui dit enfin ce que le prince a toujours rêvé d'entendre, celui-ci semble prendre le parti de sa femme, sans vraiment le dire clairement, ni même trancher la tête du seigneur sur place. Donc on constate déjà que son épopée spirituelle, ses visions, ont eu un effet. Daemon fait enfin preuve de modestie face au trône, même quand il lui est offert comme ça. Et justement, cette proposition était peut-être la goutte d'eau nécessaire pour ce changement, afin qu'il soit prêt pour sa dernière vision. Car si le seigneur Baléachiote avait transmis le message de la reine, peut-être que le prince, par esprit de contradiction, car oui, on le connaît, il déteste obéir aux ordres, peut-être qu'alors Daemon se serait opposé à Rhaenyra juste par principe, et par orgueil. Plus tard, ensuite, on le retrouve dormant profondément, pour une fois. Et ce coup-ci, ce n'est pas directement une vision qui viendra troubler son sommeil, mais Alice Rivers, qui le réveille pour le mener au bois du roi sous la lumière de la lune. Après lui avoir fait une dernière leçon de morale sur le prix de son ambition, ou sa soif insatiable de pouvoir, des remarques à laquelle Daemon ne répond même plus, comme si son orgueil avait fui son être, elle l'invite donc ensuite à communier avec l'arbre Barral pour recevoir une dernière vision. Et là, c'est parti pour le florilège, entre fanservice et matériel pour nourrir 2 ans de théorie. Au moins, on aura de quoi faire d'ici la saison 3. D'ailleurs, lâchez-vous dans les commentaires. Juste pensez aux alertes spoilers, ça serait cool pour tout le monde. Une vision qui reprend énormément de références à la série mère Game of Thrones. Avec la corneille à 3 yeux, la menace des marcheurs blancs, et même un personnage que l'on adore tous, Daenerys, que l'on voit avec ses œufs et la comète, annonçant la renaissance des dragons. Tout ceci après que Daemon ait assisté au carnage de la danse des dragons, au milieu des cadavres humains mais aussi de dragons, qui n'était même pas celui de Caraxès. Je n'ai pas vraiment reconnu le dragon, même si je trouvais qu'il y avait un air de Viserion ou Régale. Donc peut-être était-ce le prix de la Grande Guerre et non celui de la danse. Mais peu importe, car il aura compris qu'il est finalement un détail de l'histoire. Une histoire bien plus grande que lui. Justement, celle que son frère avait transmise à sa fille avant de mourir. Sinon, l'élément que je trouve le plus intriguant après ce premier visionnage, c'est ce Targaryen avec une tache de vin sur la joue, prisonnier des racines du Grand Barral au nord. Qui est-ce? Simplement la prochaine corneille à 3 yeux ou un personnage à venir? Peut-être même Daeron qui ferait un choix noble plutôt que de devenir comme ses frères. Et enfin, la vision se termine avec Rhaenyra sur le trône de fer, comme pour lui dire que oui, elle est digne, et que oui, c'est elle qui permettra à la prophétie de s'accomplir un jour, vu que Daenerys est leur descendante. Et après ça, c'est carrément Helaena qui lui apparaît et semble lui parler directement depuis Port-Réal, comme s'il communiquait de vision à vision. Elle lui dit qu'il connaît à présent son destin et qu'il a une chose à accomplir. Donc, évidemment, ici on se demande tous si Helaena connaît elle aussi la chanson de Feu et de Glace, en tant que rêveuse dragon. On sait aussi qu'elle a vu la tentative de meurtre d'Aemond envers le roi, déstabilisant le régent, car je pense qu'il n'avait jamais vraiment cru aux visions de sa sœur, mais surtout, elle devient un véritable danger pour lui. Elle pourrait diffuser cette information pour le discréditer. Nous verrons donc si à l'avenir cette nouvelle inquiétude dans l'esprit d'Aemond va le pousser à s'en prendre à sa sœur. S'il en a le temps, car elle lui annonce tout de même sa mort imminente, histoire de bien le faire flipper. Et elle parle aussi d'Aegon sur un trône de bois. Cela voudrait-il dire qu'il va conquérir la Marque avant la fin de la danse, et que ce serait là sa plus grosse victoire, si on nommait le spoil de Joffrey Baratheon en 3ème saison de Game of Thrones. Et j'en arrive enfin au passage que j'ai probablement préféré dans l'écriture de cet épisode. Les retrouvailles entre la Reine des Noirs et son cher mari. Elle a décidé de se rendre à Harrenhal pour le confronter en face à face. Et ce, après avoir reçu un message inquiétant de Simon Fort, le seigneur d'Harrenhal qui avait assisté, de loin, à la conversation entre le prince consort et le traître. La reine débarque donc au château, et alors qu'elle entre dans la grande salle, le respect n'est pas forcément la première chose qui transparaît. Personne ne lui fait place, et tout le monde continue ses petites conversations. Jusqu'à bien sûr que Syrax ne se pose sur le toit. Là, tout le monde la ferme et baisse la tête. Surtout que tout le monde attend de voir ce qui va advenir entre les deux époux. Et même nous, on n'est toujours pas certain du choix de Daemon, même après sa vision. Mais finalement, ce voyage initiatique pour le prince lui aura fait prendre conscience que son rôle n'est que d'être un rouage dans la grande guerre à venir contre la mort et les marcheurs blancs. Il a définitivement compris sa place, et son rôle dans la danse des dragons. Il sait qu'il ne sera pas celui qui siégera sur le trône, mais qu'au contraire, il peut faire confiance à sa femme. Et surtout, il a découvert que l'espoir persistait, et que même si lui ou les autres ne seront plus présents pour affronter le long hiver, une autre Targaryen sera bien là pour la bataille finale.
Et donc, Daemon ploie le genou devant Rhaenyra, mais pas sans lui avoir d'abord confié que lui aussi croyait à présent à la chanson de Glace et de Feu. Daemon devient donc le bras armé de sa reine, notamment en galvanisant très efficacement son armée, une chose pour laquelle il était vraiment fait, combattre et diriger des armées. Et il y a même quelques petits mots que j'aime à interpréter comme de l'affection, ou même de l'amour entre Daemon et Rhaenyra, alors qu'elle lui dit qu'il ne doit plus la quitter, et que lui répond qu'il a essayé, mais qu'il ne le peut pas. Et tout ça en valyrien dans leur langage, celui qu'ils utilisaient depuis toujours pour communiquer entre eux. Perso, j'ai donc adoré ce passage de l'épisode, les retrouvailles tant entre mari et femme que reine et consort, entre deux personnages que j'adore. De plus, on remarquera ici que Rhaenyra avait décidé d'emmener Adam et Fumée des Mers en tant qu'escorte, et aussi un peu pour montrer sa force. Elle peut enfin se présenter avec puissance comme elle le souhaitait depuis le début de la saison. Et je comprends son choix d'amener Adam, c'est celui en qui elle a le plus confiance, ou en tout cas celui dont elle redoute le moins la trahison. Et ça doit aussi être celui qui maîtrise le mieux son dragon pour le moment, là où les deux autres doivent encore s'entraîner et se familiariser avec leur monture. Mais perso, à la place de la reine, j'aurais plutôt embarqué Elle d'Argent. Et pas car elle est plus grande, plus intimidante et vraiment plus belle que Fumée des Mers, mais car Ulf a vraiment besoin de redescendre d'un étage, et de se calmer un petit peu. L'éloigner du faste du château lui ferait du bien, et en plus, elle aurait même pu décider de le laisser à Harrenhal pour renforcer les forces de Daemon, et surtout pour qu'il lui apprenne les bonnes manières et le respect. Daemon l'aurait facilement calmé, et de toute façon, son comportement rustre aurait plus de place sur un champ de bataille que dans un château. Mais le risque aurait été que Daemon ne change pas de position, et elle lui aurait alors offert une force qu'elle n'aurait jamais pu arrêter ensuite. Ou même, dans le pire des cas, Ulf aurait pu se sentir vexé par le recadrage de Daemon, le poussant alors à les trahir. Mais en tout cas, tout ça aurait changé le destin à venir de Daemon. D'avoir Elle d'Argent avec lui aux côtés de son Caraxès. Et en plus, les deux dragons auraient à nouveau été réunis. Enfin, Rhaenyra, de retour chez elle, prépare la guerre comme il se doit, même si elle désirait toujours faire preuve de tempérance et se servir de sa nouvelle puissance comme arme de dissuasion plutôt que comme arme de destruction massive. Et même Mysaria tente de lui faire admettre que ça y est, le destin est de son côté, qu'elle a repris la main et qu'il est temps de frapper. Alors qu'elle se plaignait elle aussi du fait que c'était les faibles et les innocents qui étaient les premiers à payer ce genre de conflit. Mais là, elle veut que Rhaenyra lâche ses dragons sur Port-Réal. Ainsi, au moins ses deux plus fidèles conseillers sont sur la même longueur d'onde. Mais c'est surtout un nouvel événement inattendu qui va pousser Rhaenyra à prendre une véritable décision. Cette fois, c'est Alicent qui débarque à Pendragon pour discuter avec sa vieille amie. Les rôles sont donc inversés cette fois. C'est elle, à présent, qui prend des risques en venant, et qui se trouve donc en position de faiblesse. Sauf que cette fois, les convictions aussi ont changé. Cette fois, c'est Alicent qui cherche une fin pacifique à ce conflit. Elle va se confier à sa vieille copine, notamment sur sa liaison, ce qui va provoquer certains rires de la part de Rhaenyra, l'hôpital qui se fout de la charité et tout ça. Et elle va même admettre qu'elle a eu tort. Et on comprend aussi à demi-mot qu'en vrai, elle se doutait qu'elle faisait erreur, mais qu'elle se voilait la face en partie par jalousie, envers Rhaenyra, mais aussi sa mère, la première femme du roi Viserys. Rhaenyra cherche en effet la tempérance, mais elle n'est pas naïve, et elle sait que c'est impossible de faire marche arrière si facilement, ou en tout cas sans en payer le prix. Elle exige donc tout de même la tête d'Aegon, fils pour fils, ainsi la boucle serait bouclée. Et cette fois, Alicent y semble prête à ce sacrifice, alors qu'avant c'était clairement inimaginable. Sa petite baignade de l'épisode 7 lui aura vraiment donné de nouvelles perspectives sur ce conflit, autant ses raisons que ses enjeux et bien sûr sur son prix. Et puis, dans le fond, Aegon n'est plus bon à rien, il n'a même plus sa belle gueule, donc ce ne serait peut-être pas un si grand sacrifice que ça. Mais malgré tout, Rhaenyra semble refuser, et elle laisse Alicent repartir seule chez elle. Et c'est alors que démarre cette musique grandiose de Ramin Djawadi, pour accompagner les dernières images de la saison. Un final grandiose dans lequel on fait le tour de Westeros pour y revoir tous les personnages. Les dragonniers qui s'équipent pour la bataille, Aegon qui s'enfuit, Daemon et son armée enfin réunis, et les diverses autres armées qui avancent vers Harrenhal, les Lannister mais surtout les Hightower, dirigés par Daeron Targaryen et son dragon bleu, ou même les Nordiens qui traversent le pont des jumeaux. Et même la jeune Rhaena qui arrive après une très longue marche face au dragon voleur de moutons. Toujours avec cette composition superbe comme dans les précédentes rencontres entre dragonniers. Sans oublier, bien sûr, ce montage opposé et ces plans superbes des deux reines qui sont seules face à leur destin et leurs décisions. Une séquence techniquement parfaite dans laquelle j'ai adoré les cadrages sur chacun des personnages, seuls et isolés dans l'image avec tout le poids du monde sur leurs épaules respectives. Conclusion, un final de finale à la cinématographie de haut vol, de dragon, et qui, malgré ma frustration, me satisfait tout de même. Et comme je le disais, on aura de quoi discuter plus tard niveau théorie et tout ça. Notamment concernant un personnage qui fait enfin son retour dans cette dernière séquence. Otto Hightower qui se révèle finalement être en prison. Voilà donc pourquoi il ne donnait plus de nouvelles. Mais qui l'aurait emprisonné? Moi, je miserais bien sur Aegon lui-même, ne voulant pas se faire supplanter au rôle de régent par son grand-père, à moins que ça ne soit un autre allié de l'ombre pour Rhaenyra.
genre au jardin, ou peut-être même Dorne, où il se serait rendu pour négocier des accords qui auraient évidemment mal tourné. Mais tout ça, comme je l'ai dit, nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard. Donc sur ce, un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cette saison vous aura autant plu qu'à moi, et je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye!